peu ce qu'il faisait là, avec la choroïde, avec les cortiqueuses, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, le principe de l'opération des vortiqueuses, aujourd'hui c'est la macula, donc dans le cadre de la DMLA, on va pouvoir parler de principe. Alors, moi j'explique que c'est la chirurgie de recrutement sanguin par dérivation vasculaire ou chirurgie de reperfusion choroïdienne, parce que VVE aux patients c'est compliqué. Et pourquoi? Ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est comment ça peut marcher de boucher quelque chose pour que ça circule mieux. Ce que je vais vous dire est faux, est complètement faux. Rien n'est juste dans ce qui est anatomiquement. Et moi, je vais vous expliquer, comme un chirurgien plombier, comment j'ai compris que ça marchait et pourquoi je le fais. Parce que après, si vous voulez la physiopathe exacte, vous allez voir Richard, prenez 3 Doliprane avant, et il vous expliquera comment ça marche vraiment, parce que moi, si vous voulez, je vais essayer de vous donner ce que j'ai compris de ce que m'a expliqué Richard pendant 1 an en 10 minutes. Donc c'est forcément faux. Après, Didier va parler derrière, lui il a fait sa thèse sur la circulation choroïdienne, mais nous, on ne connaît rien à la circulation choroïdienne. Enfin, en tout cas, on va dire qu'ici, il y a 3 générations, celle de Didier, la mienne, puis les jeunes. Les jeunes et moi, on ne connaît rien à la circulation choroïdienne, des fois on ne sait même pas où est les vortiqueuses, on sait juste que c'est quelque chose qui nous emmerde quand on met des indentations. En tout cas, moi c'était ça. Donc, il y a 3 formes de DMLA, la forme précoce, les formes atrophiques, les formes humides, on va aller vite là-dessus. Juste redire qu'il n'y a pas de type de DMLA et que souvent tout est en même temps. L'atrophique, elle fait le lit de la néovasculaire. Et quelqu'un qui a une néovasculaire, il a de l'atrophique sous-jacent. Alors, les VVO, c'est-à-dire Vortex Vein Occlusion. Donc, c'est une technique chirurgicale d'occlusion des veines vortiqueuses, pas toutes, 2 des 4, en sachant que 4, c'est la moyenne, il y en a parfois 3, il y en a parfois 5, quand même globalement 4. Alors, qu'est-ce que c'est que les veines vortiqueuses? C'est ça. Donc, c'est ce qui nous emmerde quand on met l'indentation. Pour moi, c'est ça le repère. Elles sont là. Donc, en rétro-équatorial, on met notre indentation ici, puis quand on met notre passant derrière, là, c'est chiant. C'est ce qu'il va falloir aller chercher quand on veut les occlure. Pourquoi on va les occlure? Et pourquoi en occlure une ou plusieurs? Alors, chez les patients atteints de DMLA atrophique, alors excusez-moi, c'était pour rappeler ce que c'était la DMLA atrophique, je ne vais pas le faire ici. Et donc, pour reperfuser des capillaires choroïdiens taris. Donc, si on regarde la circulation au niveau de l'œil, il y a 2 types de circulation. La circulation rétinienne interne, qui vient de l'artère centrale de la rétine, et la circulation des capillaires, c'est une circulation termino-terminale. À chaque pédicule artérielle, il y a un pédicule veineux. Si ça se bouche, il y a une zone d'ischémie, systématiquement. S'il y a une diminution du débit ici, il y a une diminution du débit là. Obligatoirement. Il n'y a pas de compensation par la circulation des autres capillaires. Alors que les capillaires choroïdiens, c'est des capillaires, c'est un système caverneux. Donc, si on remet le pôle artériel et le pôle vasculaire, en fait, la bonne position, c'est ici. Donc aussi, on a notre pôle artériel, on a notre pôle vasculaire. Et ici, ça va être comme une éponge gorgée de sang. Donc ça va se gonfler et se dégonfler en fonction des stimuli. Par exemple, quand vous avez de la lumière qui arrive dans l'œil, pour évacuer le choc thermique, il va y avoir une augmentation de la circulation choroïdienne pour pouvoir évacuer le choc thermique. Comme le rappelle souvent Richard, c'est l'endroit du corps au millimètre cube qui a la plus grosse circulation sanguine. Donc ça, c'est le truc de DJ, je comprends rien. Donc pour vous expliquer ce que j'ai compris, vous avez en fait une grosse éponge gorgée de sang à l'arrière de la rétine. Il y a plein de sang dedans, et puis il y a un pôle artériel et un pôle veineux. Donc ça circule comme ça. Alors en fait, il faut savoir que dans la circulation choroïdienne, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'en fait, il y a très peu de désaturation d'oxygène. Donc le pôle veineux, et il y a une désaturation d'oxygène dans les restes du corps, à peu près on passe de 98 à 75. Là, on est peut-être à 98 à 95, 92.
très peu de désaturation. Ça vous explique que recruter du sang veineux dans ce système, ça va fonctionner, ça apporte de l'oxygène. Et maintenant, il faut essayer. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai compris le watershed, et puis DJ vous expliquera là, en vrai comment ça marche. Mais déjà, c'est une petite approche. À un endroit, entre ces circulations un peu préférentielles, il y a des zones, vous voyez, la circulation, elle va être moins bonne. Il y a moins de pression. Donc, en fait, c'est la zone de partage des eaux. C'est-à-dire qu'ici, il va surtout y avoir du sang qui arrive de ces deux artères, et puis ici, surtout, il y aura du sang qui arrive de ces deux artères. Puis là, ça circule moins bien. C'est ça, la zone de watershed. Et puis, alors ça pourquoi oui, c'était pour montrer que la circulation choroïdienne, c'est quelque chose de très brutal, très important, d'autant plus que là, vous voyez, c'est stimulé par la lumière du SLO, et que 10 ou 57 ans, ça fonctionne encore bien. Quand il y a de l'atéro, ben, ça circule moins bien. Ça circule encore suffisamment ici, il y a assez de pression pour que ça marche. Et vous voyez là, ben, il n'y a plus assez de pression, et dans cette zone, on va avoir une ischémie, ou vraiment un manque d'oxygène complet, et ça va être des zones où on peut avoir des atrophies. Donc par exemple ici, sur cet ICG, on va avoir une zone de watershed, une zone qui se remplit moins bien. On voit bien que ça se remplit mieux ici, et ici ça se remplit moins bien. La métaphore, ça c'est une diapositive de Richard, c'est que quand vous faites couler avec un fort débit, vous avez du liquide partout, et quand vous diminuez la pression, eh ben, il y a des zones où il y a moins de liquide, et il y a des zones où il n'y en a pas du tout, qui sont complètement déperfusées. Et là, si vous regardez chez ce patient, il faut appuyer. Non. Ah, en fait, c'était long. Et bien forcément, vu que c'est un patient qui est fumeur, c'est très long à démarrer. Alors on recommence. Voilà. Donc il y a un temps bras-rétine augmenté. Et on voit de nouveau ces zones de watershed ici. Et là, vous avez par exemple une watershed qui va se remplir tardivement. Est-ce qu'elle est partie? Voilà. Là, vous avez la zone de watershed. Et au bout d'un certain temps, avec difficulté, elle sera remplie. Donc, quand vous avez beaucoup d'athérome, eh ben, vous avez un endroit où il y a très peu d'oxygénation et des endroits où il n'y en a pas du tout. Et c'est là que peut se développer l'atrophie. Donc, le principe, donc ça c'est faux, ça c'est très faux parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué. Mais le principe, c'est qu'on va boucher les veines. Et en bouchant les veines, ça circule mieux et ça compense la watershed. Par exemple, on va boucher les deux veines temporales et nasales inférieures pour rediriger le flux vers le haut et les faire évacuer par les veines portiqueuses supérieures. Ici, vous avez un patient. Alors, je vais juste revenir en arrière pour vous le présenter. Patient, 6 ou 7 frères, ils ont tous perdu la vision pour des MLA, ils ont tous 1/10. Sauf lui, il est encore 9. D'un côté, il a une énorme atrophie, vous allez le voir, là, il a une zone d'atrophie interpapillomaculaire. Et lui, il a compris ce que c'était que la DMLA, en fait. Quand il y en a plein dans la famille, il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc ce patient, vous allez avoir d'un côté, je regarde en arrière, de ce côté-là, vous allez avoir avant la chirurgie, de ce côté-là, après la chirurgie. Ce qu'il faut voir, c'est en nasal, les veines qui sont très dilatées avant la chirurgie, les veines dans le secteur nasal supérieur et temporal inférieur, et qui le sont moins après. Ce qu'il faut voir, c'est le retour du réflexe du pouls veineux. Et ce qu'il faudra voir, c'est une petite augmentation de la dilatation capillaire dans la zone d'atrophie. Et vous l'aurez une fois à vitesse normale, une fois à vitesse lente, une fois en zoomé. Donc regardez ici, le gros tronc veineux, là il est diminué. Vous avez un retour du pouls veineux ici. On va le voir à vitesse plus lente. Les dilatations
veineuses choroïdiennes qui sont diminuées ici, un pouls veineux qui est revenu ici, et ici, dans la zone d'atrophie, une augmentation de la trame capillaire. On va zoomer. Dans cette zone, la trame capillaire qui a été redilatée. Bon, ça va essayer d'aller vite. On prend les trois muscles. Ici, c'était c'est une occlusion de veine vertiqueuse temporale, temporale inf, temporale sup. On charge les trois muscles et on va suturer les deux veines vertiqueuses. En tout cas, ligaturer les deux veines vertiqueuses. Depuis, je suis passé à la technique de DJ. Je les coagule et je les coupe. Mais on n'est pas d'accord là-dessus avec Richard. Donc la veine vertiqueuse, des fois, il faut la chercher. Alors pour la chercher, on prend des petites, moi j'appelle ça des cigarettes, où ça les fait gonfler un peu. Et puis moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ouvre quand même sur 360 pour aller vérifier qu'il y en ait bien 4. Une fois que je suis sûr qu'il y en a bien 4, je vais suturer les deux qu'il y a suturés. Histoire de ne pas se retrouver avec une seule veine vertiqueuse, là vous risquez d'avoir un hématome choroïdien. Bon, je pense qu'on peut passer. Alors, chez qui et pourquoi aller occlure une ou plusieurs veines vertiqueuses? Eh ben, donc on a dit des patients pour les patients d'hématrophique, pour reperfuser les capillaires choroïdiens, ce que je vous ai montré, et puis pour activer la choriodialyse pour réduire les drusons. Alors, en fait, si vous regardez une coupe de rétine très simplifiée, vous avez donc d'un côté une circulation et de l'autre côté une autre circulation. Cette circulation choroïdienne est très importante, plus importante que celle-ci. Si vous regardez, vous pouvez trouver une analogie avec une dialyse, un système de dialyse. Ici, vous avez un flux très important, ici un flux peu important. Et donc, vous voilà un drainage de tous les dépôts qui sont ici. Et quand votre membrane de dialyse, qui est en fait la membrane de Brooke, est vieillie et que ça passe mal, la seule façon de continuer à faire passer les choses, c'est de bien maintenir le débit ici. Et c'est ce qui va permettre d'évacuer les drusons en augmentant le débit ici. Et ici, vous avez l'effet d'une occlusion de veine vertiqueuse sur les dépôts avant et après l'occlusion de veine vertiqueuse. Voilà. Donc, nous, on a plusieurs nouvelles approches de la DMLA sèche. Donc, on traite maintenant au laser TWRT, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, les patients avec des drusons, et on peut ralentir la progression des atrophies avec la VDO. Et troisième possibilité qu'on associe maintenant à tous ces patients, c'est l'injection d'EPO en intravitréen pour protéger de l'apoptose et diminuer les risques de fuite vasculaire en améliorant l'endothélium vasculaire. Et maintenant, je vais laisser la parole au grand chef qui va nous parler des vrais watersheds. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi pour mon ignorance, c'est quoi le 2RT? Ouais, pardon. Laser TWRT, j'en ai pas du tout parlé. C'est un laser c'est la lead study. Laser in early AMD, c'est un laser dans les nanosecondes, en 532 nanomètres, avec une grille qui va aller stimuler l'épithélium pigmentaire et régénérer l'épithélium pigmentaire. Ça a montré la diminution de la conversion d'une maculopathie stade 1, 2, 3 ou 4 en DMLA, une diminution de 4 du risque de transformation d'une maculopathie en DMLA si on en exclut les pseudo-drusones réticulés. En tout cas, merci beaucoup, c'est très clair. Après, il y a des... Toi, c'est très clair. Alors, ça, j'aime beaucoup. Quand les veines vertiqueuses ont dit que ça soit très clair. T'as entendu, Richard? Il a dit c'est très clair. C'est faux, mais c'est clair. Mais c'est faux, mais c'est clair, c'est davantage.
Comment choisir la veine? Alors voilà, comment choisir la veine? Je pense que Mireille Bonnet a donc fait des occlusions de veine portiqueuse en 86, ça ne marchait pas. Je pense qu'une des raisons, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. Un, elle l'a fait sur des néo-vaisseaux occultes qui vont exploser. Deux, elle n'avait pas d'ICG, et surtout pas les ICG qu'on a maintenant. On a des vidéos ECG qui nous permettent de voir ces flux préférentiels et de savoir comment on veut rediriger le flux pour que ça passe dans les zones où il y a moins de flux, et en essayant de favoriser aussi la choriodialyse. Parce que l'histoire dans la choriodialyse, c'est que la circulation rétinienne et la circulation choroïdienne ne sont pas dans le même sens. Il y en a une qui est centripète, l'autre qui est centrifuge. Quand tu vas suturer, par exemple, les deux temporales, le problème, c'est que tu vas te retrouver avec des circulations dans le même sens. Donc c'est mieux de faire les deux inférieurs ou les deux supérieurs pour la choriodialyse. Après, si tu fais les deux supérieurs ou les deux inférieurs, parce que ça favorise la choriodialyse, mais que ça va te drainer le sang, pas du côté de l'atrophie, ça ne va pas. Donc il faut arriver à réfléchir et savoir laquelle suturer. Voilà. Donc tu m'as dit comment on fait. Voilà. On appelle Richard. On appelle Richard pour l'instant. On essaye de réfléchir, on émet une hypothèse et on fait confirmer par Richard pour l'instant. Juste une question sur le PO, parce que j'ai eu des retours difficiles avec des patients qui avaient été consultés ailleurs. Tu as pensé à mettre de l'Eprex par voie systémique ou en latérobulbaire, c'est-à-dire au lieu de le faire en intravitréen? Non. Pour le PO en général, moi j'étais à Necker et ça a été fait en général, notamment pour la rétine pigmentaire, ça marchait aussi. Il ne faut pas faire parce qu'il y a un problème de contrôle des hématocrites qui est très très emmerdant. Donc non, alors pour revenir aux années... de l'Eprex par voie générale. Oui, l'Eprex ou toutes les OPO, quelles qu'elles soient. Hein. Sauf, attention, vous avez des nouvelles traitements de l'anémie qui va peut-être être intéressant. C'est les Vasadustat et Roxadustat, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des modulateurs d'hypoxia-inducing factor et qui créent une sécrétion de PO endogène, et donc ne créent pas de polydlobuline. C'est à surveiller, ça pour l'instant c'est utilisé en néphro. J'ai pas mal d'amis, j'ai gardé des amis de néphro parce que j'étais néphrologue avant. Voilà, je reviens pour les indications de ligature. En fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que la DMLA, c'est une ischémie en perfusion. Alors, elle est chronique, au début très très légère. C'est un peu l'équivalent d'une angine de poitrine au niveau du cardiaque. Donc, en fait, vous voyez quand vous faites des ICG, il faut bien repérer les temps, il faut regarder la sortie des ciliaires, le flow time choriocapillaire et ensuite à la fin, l'évacuation vénulaire et le drainage. Parce qu'en fait, le drainage, il va changer en fonction de l'âge et de l'évolution des patients. Je pense que c'est important de dire, qu'on a l'habitude, en fait, c'est des vidéos ECG. Vidéo ICG. Ouais, vidéo ICG. Voilà, vidéo ICG, et vous faites des captures d'images pour avoir les temps quand vous avez toute la vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Sinon, avec le curseur, vous pouvez arrêter l'image où vous voulez, autant que vous voulez. Alors là, vous voyez tout à fait ce que va vous décrire Didier parfaitement tout à l'heure au niveau des watershed zones. Vous voyez très bien parce qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 artères ciliaires postérieures, et en fonction des intervalles, vous aurez des watershed zones dans lesquelles vous avez plus de risques d'avoir effectivement une DMLA ou d'autres problèmes. Alors, comment repérer les veines? C'est assez simple en fait, parce que au fur et à mesure où la perfusion se dégrade, vous allez avoir ce que vous avez entendu parler de la pachychoride. Un pachychoride à très très mauvais terme, parce qu'en fait, il y a une pachychoride veineuse et une pachychoride matricielle. Comme il vous a décrit la choroidialyse, en fait, vous avez un flux avec le système circulatoire postérieur de la rétine qui va passer à travers l'épithèle pigmentaire et qui va donc à ce moment-là être récupéré par la choroïde, par la choroidialyse. Donc, quand vous avez un mauvais captage de la choroidialyse, vous allez avoir un œdème matriciel. Ça, c'est important. Mais vous avez d'abord, les veines vont se dilater pour essayer d'évacuer et de créer une pression négative pour favoriser le remplissage de la choriocapillaire. C'est ça qui vous permettra... On t'envoie nos examens, Richard, parce que... Reviens sur une de tes images et tu l'arrêtes et je vais vous montrer. Ouais. Ça, on verra bien. Sur le patient qu'on a c'est pas mal. Oui, mais même ce patient-là, on voit, remarque. Mais bon. Il faut que je vous donne avec la flèche. Voilà, arrête-le là. Ouais. Voilà. Alors là, c'est...
Bon, ce cas-là est tout à fait intéressant parce que c'est une des premières fois où on a fait une option trans. Ouais, là, on a occlu, en fait, il faut savoir que là, on a fait un truc qu'on ne fait jamais. On a occlu en nasal sup et en temporal inf. Exactement. Alors, donc là, vous avez déjà ce qu'on appelle ce que j'appelle une réaction véno-artériolaire. En fait, ici, le débit ne tend pas bon. Ici, vous avez une atrophie. La veine s'est dilatée pour créer une pression négative. Il faut favoriser l'évacuation de la choriocapillaire qui est déficitaire ici. Donc vous avez ça. Alors là, c'est un cas d'exemple tout à fait intéressant. Vous l'avez aussi ici. Hein. Et donc du coup, on a fait, effectivement, là vous voyez, le réseau est à peu près correct, l'évacuation est à peu près harmonieuse. Et là, il y a simplement une atrophie. Donc intelligemment, on a réfléchi tous les trois avec Alexander, Pierre-Olivier et moi. Et on en a conclu qu'il fallait lier la nasale supérieure et l'inférieure. Du coup, on a régularisé le réseau. Hein. Et alors, in fine, il vous a montré tout ça. Tu n'as pas l'autre diapo là? Quel diapo? Ben, il y avait une diapo où tu montrais à la fin. Ah bah, il faut attendre, en fait, c'est une vidéo. Parce que le réflexe véno-artériolaire est revenu et la veine s'est rétrécie. Hein, les réseaux qui étaient dilatés se sont rétrécis, montrant que vous avez une harmonie pressionnelle. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça, ces veines-là se sont rétrécies. Vous voyez, là, ça s'est rétréci. Vous voyez? Donc, Ça va recommencer un retour à une pression de perfusion choriocapillaire qui est plus normale. Vous voyez? Et en fait, à ce moment-là, vous avez aussi un réseau qui s'est mis à... L'évacuation se fait par ici, et par ici relativement, mais surtout par ici. Merci, on va peut-être passer maintenant à l'automne du Cournot.